bienvenue à cette conférence sur le numérique au service des océans, dans le cadre du CND. C'est toujours des thématiques comme ça qui sont extrêmement stimulantes pour notre association, Ambassade des océans, dans la mesure où on sort un petit peu des thématiques médiatiques connues, et ça permet de faire le lien justement entre la société actuelle, les technologies, les enjeux et les océans, qui est le cœur de la thématique de notre association. Donc, je me présente, je m'appelle Quentin Horner, je suis le président et le fondateur de l'association Ambassade des océans. Je suis ravi d'être de retour à Cherbourg après cette pandémie du Covid, pour parler de ce qui passionne énormément de Français, de plus en plus de Français, et ce qui attire le regard sur beaucoup de thématiques depuis 2018, notamment avec les vagues plastiques, pour parler de tout ce qui touche aux océans. Les océans, c'est quelque chose, c'est un concept, en définitive, qui nous met devant certaines réalités. C'est un prisme qui nous parle de notre réalité au quotidien et de notre rôle dans ce monde. C'était amusant d'être contacté pour faire une animation sur le numérique, ou en tout cas de faire une présentation sur le numérique, parce que notre association est essentiellement numérique. Dans la mesure où 90%, presque 100% cette année, de par la conjoncture, de notre activité est passée par le numérique, à savoir les réseaux numériques, les réseaux sociaux, pour communiquer de l'information, faire de la sensibilisation au quotidien. Donc c'est une thématique qui nous concerne directement, puisque grâce à l'outil numérique, donc tous les mois, on publie un article en propre, en indépendant, de manière la plus originale et la plus approfondie possible, qu'on met à disposition donc, sur les réseaux sociaux. Et grâce à l'outil numérique en particulier, on arrive à atteindre un score sans vraiment énormément de ressources et de moyens, un score intéressant. On ne va pas parler de la mondialisation, on va vraiment parler de la spécificité des outils numériques. Ça nous permet, en l'équivalent d'1 an et demi, 2 ans, d'atteindre 1 million de personnes autour de 142 pays où la communauté francophone est installée. Donc pas que les Français évidemment, toutes les personnes qui parlent français. Donc voilà comment une association comme la nôtre peut agir grâce notamment au numérique. Et c'est un clin d'œil aujourd'hui que je fais par rapport à justement la thématique globale. Avant de commencer, on va définir le numérique. Ça, c'est la définition Larousse qui va s'afficher. Donc, la définition du numérique, ça vient principalement, c'est essentiellement concentré sur le nombre, sur le chiffre. Voilà, l'association de nombre, l'association de chiffres. Et à travers Wikipédia, on rentre déjà plus dans, on va dire, l'association, donc les nombres associés, et on bascule progressivement vers des données informatiques. Et ensuite qu'on va appeler des données numéraires, qui ont permis notamment l'émergence et le développement des systèmes électroniques, et qui s'appuient notamment sur des fonctions logiques. Jusque-là, c'est numérique, ça vient, ou digital en anglais, on utilise à peu près les deux mots, ça vient toujours du chiffre, d'accord ? Toujours d'une donnée chiffrée associée. Alors, si tu veux bien te lancer, voilà. Nous, on va gommer cette partie-là, parce qu'autrement, tout le reste de notre présentation, ça serait présenté de cette forme-là. Des 0, des 1, des 0, des 1, des 0, des 1, pour vous donner de l'information. Parce qu'aujourd'hui, les outils digitaux, les outils informatiques, sont développés sur du codage, entre autres, mais aussi sur une construction numérique digitale. Voilà. Et ça donne ça. Ça, c'est le titre de la prochaine rubrique. Voilà. Que vous pouvez imaginer à travers un codage numérique. Ça n'aurait pas de sens de vous faire toute la présentation comme ça, vous n'y comprendriez rien. C'est comme un codage, c'est comme une langue qui est transformée pour être perceptible à votre regard. Donc nous, on va s'appuyer sur la partie, comme je l'ai un petit peu présenté, sur la partie qui est sous-tendue dans la définition Wikipédia, qui est une définition numérique sur un outil numérique. À savoir, c'est la culture numérique qui désigne, par extension, les relations sociales dans les circonstances où dominent les médias reposant sur ces systèmes. C'est-à-dire, ce sont des interfaces, ce sont des applications ou ce sont des outils du numérique que l'on utilise et qu'on s'approprie au quotidien. Et donc, le titre que je voulais vous glisser numériquement tout à l'heure,
consistait à percevoir le numérique par les océans. Vous le verrez, on fait toujours deux parties, c'est-à-dire souvent les océans sont utilisés au service du développement humain. Là, c'est la première partie. Et on verra qu'il y a une évolution qui est possible. Le numérique, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas d'il y a 10 ans, c'est d'il y a déjà très 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 longtemps. Le numérique est basé sur une information aujourd'hui. Une information que l'on va transposer, que l'on va recueillir à partir d'une découverte, que l'on va analyser et que l'on va transposer. Ça, c'est une interprétation digitale au sens strict, c'est-à-dire analogique. Le digital anglais est une mauvaise traduction, donc c'est analogique, c'est-à-dire une retranscription manuelle de données, de découvertes, d'informations de découverte. Je vous parle de ça parce que, in fine, quand on parle des océans et qu'on parle d'information, qu'on parle de numérique, aujourd'hui, la découverte des océans, à partir de ces premières cartes, est un enjeu essentiel pour l'humanité, pour la société actuelle. Notamment parce que 90% du fond des océans ne sont pas connus. Les frontières, on a mis énormément de temps à les découvrir et à pouvoir bien les retranscrire pour en faire une carte, on va dire, universelle. En ce qui concerne le fond des océans, la topographie coûte encore énormément d'argent. Là où le numérique commence à travailler pour et par les océans, c'est qu'elle permet justement d'aller renseigner la topographie, renseigner les fonds marins, en développant des robots, des super robots comme celui de l'Ifremer, le Victor, que vous verrez peut-être prochainement au musée, ou en tout cas à la Cité de la Mer, étant donné qu'ils font une collection de robots extraordinaire. Et puis le développement du numérique, l'industrialisation des procédés, la miniaturisation, passez-moi le terme, de la technologie numérique, c'est-à-dire la possibilité de stocker des informations pour pouvoir ensuite les redéployer, les restocker, les analyser et les interpréter, passe par des concepts qui se développent au fur et à mesure. Là, je vous présente donc, c'est un concept de marine bees, c'est-à-dire des abeilles marines, qu'une structure niçoise avait proposé pour aller concourir une bourse de développement, pour pouvoir aller faire de la topographie à moindre coût et à meilleure échelle. Pourquoi ? Parce que la production de ces 500 bees en termes d'économie d'échelle, c'est 50 000 $. C'est pas grand-chose par rapport au coût d'un robot comme celui-là qui est de plusieurs millions d'euros. 50 000 $, et chaque petite abeille a une autonomie d'inspection et de captation d'informations, aussi bien visuelles que sonores, etc., sur 1 hectare. Donc, en termes de gestion, avec 500 abeilles, coût 100 $ unité, 50 000 $, vous faites un rendement de travail numérique qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans l'avenir. Donc ça, ce sont des concepts qui passent par le numérique, qui sont clairement des outils du numérique de demain, qui vont permettre une meilleure appréhension de la topographie des océans. Pourquoi je commence par ça ? Parce qu'en définitive, on n'a pas l'impression, mais il y a toujours ce chiffre qui nous passe par les oreilles, ou en tout cas qui passe par les médias, c'est-à-dire que les océans font vivre 70% de l'humanité. En réalité, c'est un concept, là encore. Ce chiffre-là est un concept parce qu'aujourd'hui, on dépend éminemment des océans pour tout. Pour tout, pour se nourrir, comme dans la plupart des pays insulaires, mais aussi pour faire du commerce, vous le verrez tout à l'heure, et aussi par rapport au digital. Et ça, il y a peu de personnes qui savent, c'est que les océans, la digitalisation du monde passe par les océans indubitablement. Pas seulement pour connaître les fonds, pour pouvoir, par exemple, je vais faire comme ça, ce sera plus simple, pour pouvoir implanter des champs éoliens qui vont bientôt nous concerner dans quelques temps, mais ça va au-delà de ça, ça va même par rapport à justement la numérisation qui passe par un câblage dans les océans. Là, je ne sais pas si ça va s'animer, si ça se lance, si c'est ça, c'est parfait. Déjà par donc je vous disais, le trafic maritime. Aujourd'hui, le trafic maritime, c'est 9 milliards de tonnes de marchandises qui transitent par les océans. Ici, vous avez une animation que j'ai trouvée sympa et qui vous montre la multiplication des routes commerciales pour faire transiter 90% du commerce mondial. D'accord ? Donc tous les petits commerçants qui arrivent à revendre un produit importé dépendent des océans, éminemment. Indirectement, mais quand même. Sachez que ce chiffre-là, aujourd'hui, 9 milliards de tonnes
transitent tous les ans par les océans, c'est une valeur qui a été multipliée par 4 depuis les années 70. Voilà. À titre, il y a des personnes qui ont besoin de représentation mentale comme ça. C'est l'équivalent de 90 990 tours Eiffel qui transitent tous les ans sur les océans. Ça ne représente rien du tout, mais c'est juste pour vous voyez, imaginez, voilà, 90 000 tours Eiffel qui sont sur les océans tous les ans. Voilà, c'est à peu près 49 000 bateaux. Ça explose aussi de plus en plus. Les bateaux sont évidemment de plus en plus grands. Pourquoi ? Parce que le volume a tendance à augmenter et continuera d'augmenter dans les prochaines années. Il n'y a pas d'autre modèle plus économique. Ce sont le modèle du trafic maritime qui est le modèle le plus économique pour transporter des marchandises aujourd'hui, de n'importe quel point dans le monde. Pour anecdote, sur les 50 000 bateaux, il y en a 8% qui sont dédiés au transport de passagers. Le reste, c'est du transport de marchandises en vrac, en conteneurs ou notamment en liquide pour tout ce qui est ressources fossiles. Cette carte d'animation, c'est une somme d'informations qui a été numérisée et qui, par justement l'assemblage, le développement, on va dire, des besoins en termes d'informations imminentes, d'informations actualisées, on a développé une interface, une application pour pouvoir analyser ces données, les traiter et les rendre perceptibles à l'homme, à savoir notre sens primaire qui est la vue et qui permet de se représenter finalement ce qui est à l'origine un concept. Quand on vous dit 90% du transport maritime fréquente les océans, enfin 90% du commerce mondial passe par les océans, vous pouvez vous faire une meilleure représentation mentale de à quoi correspond cette activité, à quoi est liée cette activité par rapport aux océans, et surtout, maintenant de comprendre l'incidence des fluctuations océaniques par rapport à notre mode de vie des sociétés. Parce que demain, plus de transport maritime, de par des modifications climatiques, des modifications topographiques de par la tectonique des plaques, c'est clairement notre société, notre mode de consommation qui est en question. Et ça, c'est permis par des instruments que, alors je sais qu'on est à Cherbourg, il doit y avoir pas mal de plaisanciers, qui sont développés de plus en plus justement pour pouvoir être mis en relation, pas avec des satellites, mais principalement avec des relais radars et des relais antennes. Voilà. Aujourd'hui, par rapport au trafic maritime que je vous indiquais tout à l'heure, les bateaux rassemblent tellement de données qui ont été numérisées, tellement d'informations que la gestion en temps réel permet d'économiser en carburant, d'économiser en temps. Il y a une société aux Émirats Arabes Unis qui réalise, grâce à toutes ces informations qui sont monitorées sur les écrans que vous voyez là, donc qui sont digitalement adaptés à notre, on va dire, à notre mode de fonctionnement, arrive à économiser 3 à 5% de son carburant aujourd'hui. C'est énorme hein, pour une flotte pour une flottille, et c'est énorme à l'année. Donc voilà, en temps réel, ça permet de se situer dans l'espace, se situer par rapport au coût du carburant par rapport au marché à la quasiment quotidien. Et aussi, ça permet de prévenir, je ne sais pas si vous avez vu le film avec Tom Hanks, mais ça permet de situer aussi les ressources on va dire militaires, les ressources de contrôle, de surveillance dans le secteur en cas de piratage sur de certaines côtes, notamment sur la Corne africaine, où il y a encore du piratage, des détournements. Seule problématique du numérique aujourd'hui, sur laquelle de plus en plus d'experts sont en train de se pencher par rapport à cette approche-ci, ça va être le détournement d'informations. Voilà, qu'on verra un petit peu plus tard. Ensuite, il y a là, on rentre déjà dans le numérique, on passe du numérique au service, enfin les océans au service du numérique, et on va commencer progressivement à s'apercevoir que le numérique est en train de basculer sur l'autre versant, c'est-à-dire le numérique au service des océans. Au service des océans, et là, on est entre les deux, des océans et des hommes. Parce que grâce à la surveillance et la prise d'informations, donc à la transposition sur les interfaces, on arrive à avoir des données de suivi de trafic, comme on l'a vu tout à l'heure, l'animation qui est une animation qui a été faite sur une base de données antérieure,
Là, c'est un suivi en temps réel. On arrive à traquer le braconnage, tous les bateaux qui viennent faire de l'ingérence dans les eaux internationales. Grâce au développement de cet outil-là, la Russie, par exemple, arrive à supprimer aujourd'hui 60% de son braconnage. Et ce qui est amusant, c'est que en réalité, c'est majoritairement l'annonce de cette technologie-là qui est d'abord dissuasive pour les braconneurs. Mais sachez en tous les cas aujourd'hui qu'à l'image de la Russie, le fait d'avoir un transpondeur sur un bateau fait que vous êtes signalé dans un système global. Donc si vous êtes braconneur, vous éteignez votre transpondeur, à un moment donné, il faut le remettre pour pouvoir être en communication, pour pouvoir rentrer dans les ports. Et en réalité, ce qu'ils arrivent à faire, c'est que le signal d'apparition, voilà, par exemple ici, et le signal de disparition va sous-tendre une trajectoire théorique. Et grâce à cette trajectoire théorique, notamment avec le temps de passage, on va pouvoir identifier et marquer, surveiller, donc à terme, un bateau spécifique. Sachez aujourd'hui que 32% des poissons qui sont industrialisés, qui sont commercialisés par exemple aux États-Unis, sont issus du braconnage. Vous imaginez un poisson sur 3. D'accord ? Dans le monde en général, la FAO estime qu'on est entre 30 et 40%. Voilà, c'est quelque chose d'assez impalpable. Donc, une solution numérique au service de la stabilité des océans et aussi de, on va dire, la préservation de notre stockage de nourriture. D'accord ? Là, ça devient palpable. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu économique et il y a un enjeu de stabilité de la biodiversité. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la numérisation des océans passe par les données qui transitent dans les océans. Sachez qu'aujourd'hui, les données que vous recevez sur votre ordinateur portable, sur votre téléphone portable, ne transitent pas par satellite, ils transitent par les océans. Ce sont les câblages. Il y a plus de... je ne vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder pour vous donner le vrai chiffre. C'est marqué... voilà. Il y a 370 câbles qui sont répandus dans les océans. Je vais vous l'afficher. Et ça donne ça. Voilà. On a un océan qui ressemble à votre compteur d'électricité. De plus en plus. Ça représente 1,2 million de kilomètres qui traversent donc les océans avec des câbles de fibre de plus en plus gros, de plus en plus importants, parce que l'enjeu de la transmission d'informations immédiate est impérieuse pour toutes les sociétés, notamment financières. À savoir qu'elles sont en train de revenir un petit peu sur leur théorie, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la transmission de l'information par ondes radio, c'est-à-dire que les stations radio qu'on utilisait, les antennes radio qu'on utilisait, notamment pour l'aviation pendant la Deuxième Guerre mondiale, sont en train d'être reprises à bon compte parce que aujourd'hui, la technologie de la fibre informatique qui passe par les océans est moins efficace que les ondes. Voilà. Alors, il y a toujours un dédoublement d'informations, mais quoi qu'il en soit, l'information qui va de votre société aujourd'hui pour faire par exemple pour faire cette présentation-là, pour recevoir ce fichier-là aujourd'hui, c'est grâce aux câbles qui sont dans les océans. Pour Internet, comme pour n'importe quelle fonction numérique, le procédé est principalement géré par les océans. La seule difficulté, le seul enjeu qui pose, on va dire, une question de société, c'est que la gestion, le développement et la propriété de ces réseaux-là sont privés. Et la difficulté, on va dire, intervient dans la mesure où, comme ce sont des intérêts privés et qu'il y a des enjeux nationaux, il commence à y avoir on va dire un questionnement déjà de l'expropriation du domaine maritime par l'État, et ensuite de la gestion, justement, je vous parlais tout à l'heure d'éventuellement de détournement d'informations. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de venir se greffer sur un câble numérique et de pouvoir détourner l'information, voire de saboter en tout ou partie ces informations-là. Il se peut que... alors, rassurez-vous, ce n'est pas un grand requin blanc qui va venir mordiller le câble, qui va mettre à rude épreuve votre connectivité Internet, mais en tout cas, un accident industriel, on peut imaginer par exemple un bateau qui sombre dans les océans, a suffisamment de poids, de pression pour pouvoir intervenir et pouvoir interférer avec cette activité dont tous les pays dépendent. Aujourd'hui, la France a développé un câblage avec le Pakistan, c'est son premier projet numérique actuel
pour relier donc depuis la Méditerranée le Pakistan pour pouvoir faire transiter les données, notamment avec la Chine, l'Inde et voilà. Donc c'est un enjeu qui est réel. Et puis donc là, je vous donne cette information-là parce qu'en définitive, aujourd'hui, vous l'avez vu, donc les câbles sont soumis, on va dire, sont de plus en plus déployés dans les océans, mais ces câbles-là sont résistants. Là, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, c'est tout simplement la carte qui nous attend, ou qui nous attendrait si, on va dire, le réchauffement climatique confirme ses effets de par l'élévation du niveau de la mer, avec la hausse des températures. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en définitive, notre société est plus menacée finalement par la montée des eaux, de par, on va dire, les serveurs, toute la technologie qui est en surface pour gérer ce traitement d'informations et cette redistribution, par la montée des eaux. Voilà. Ici, bon, dans le nord Cotentin à Cherbourg, on est assez tranquille, mais vous voyez qu'il y a certains secteurs qui sont touchés. Et c'est éminemment important de se poser la question du traitement et de la stratégie numérique en France par rapport aux océans, dans la mesure où il y a plus de 50% des populations dans le monde qui vivent à moins de 200 km des côtes. Et par rapport à ça c'est une actu qui fait un petit peu relais, qui va nous mettre un petit peu dans le conditionnement, qui a été relayé avant la conférence du jour. C'est le développement de serveurs aussi, ou en tout cas de structures, de caissons qui vont permettre d'abriter les serveurs dans les océans même. Donc c'est une technologie qui est développée à divers égards, de par les économies énergétiques que l'on peut faire, ne serait-ce que par le refroidissement en temps réel des structures. Ça, c'est un prototype qui a été assemblé notamment avec les compétences et la participation de Naval Group, du côté de Brest. Et c'est le projet NATIC de Microsoft qui a duré sur 2 ans et qui a montré qu'on pouvait mettre efficacement des serveurs stockés dans les océans, encore une fois avec une économie d'échelle d'un point de vue traitement de coût énergétique du refroidissement des serveurs, mais aussi fiabilité. On a 14 fois moins de panne sur ces serveurs-là que sur les serveurs qu'on a sur, on va dire, les plateformes terrestres. La question que l'on pose, nous, toujours à Ambassade des Océans, c'est-à-dire quel est l'impact sur le long terme? La question que l'on pose par rapport à ça, c'est doit-on sacrifier, on va dire, un fond marin, quel qu'il soit, que ce soit à 37 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, doit-on sacrifier on va dire un espace marin pour conserver une activité et on va dire un confort de vie tel qu'il est aujourd'hui? C'est la question, c'est un débat qu'on doit se poser. Mais clairement, la technologie est en train de développer. Pourquoi? Parce qu'il y a un espace qui est disponible, il y a de moins en moins d'espace disponible sur Terre, donc on va commencer à se projeter en mer. Il y a énormément de théories et de projets sur cette optique-là, en tout cas de basculer vers la Terre. Donc ça, ce sont toutes les références que l'on vous met, vous pouvez les retrouver sur Internet. Hein. Voilà. Là, on vient basculer sur la deuxième partie, qui consiste à finalement utiliser maintenant cet outil numérique pour protéger les océans, et pas que les océans, principalement les espèces, la biodiversité, ce qui fait vivre les océans en définitive. Ce n'est pas l'eau, en définitive, c'est la chaîne alimentaire, c'est la biodiversité qui y vit, dont on en dépend principalement. Si on ne peut pas se nourrir, demain, le numérique n'aura aucun sens. Les océans vides n'auront aucun sens pour nous. D'accord ? Là où c'est super intéressant, et c'était très excitant de préparer cette conférence, parce qu'il y a des applications numériques qui se développent de manière exponentielle. Le cycle de Kondratiev, je ne sais pas si vous avez fait un petit peu d'économie, c'est-à-dire un essaim d'abeilles. Vous partez d'une innovation et puis boum, il y en a plein qui vont venir se greffer autour au fur et à mesure en apportant une valeur ajoutée. Là, je vous ai mis par exemple la reconnaissance donc numérique de requins et de requins-baleines à partir d'un marquage. Vous voyez, avec du spotting, comme ici, on va pouvoir identifier sur une structure très complexe un individu dans une communauté, dans une population de requins-baleines. Plus archaïquement, je prends quand même l'exemple parce qu'il est à souligner, c'est Obs-en-Mer qui a été développé par le GIEC, qui est à côté de chez vous, qui a développé une plateforme numérique pour faire de la science participative.
C'est-à-dire, vous prenez une photo, vous la téléchargez sur une plateforme, vous pouvez le faire avec votre appareil portable, votre téléphone portable, et ensuite derrière, seule difficulté, on va avoir besoin finalement de la main humaine pour pouvoir dire tiens, est-ce que ça correspond bien à ce dauphin-là, au dauphin 1, au dauphin 2, au dauphin 3. C'est-à-dire on continue à avoir une approche manuelle, analogique, où finalement c'est comme si on tournait des pages d'un catalogue numérique, mais on doit le faire manuellement. Et là où je vous disais le cycle de Kondratiev, l'innovation cumulée, vous arrivez à un programme comme celui-là que nous on soutient, qui est fait par un de nos adhérents, Orca Citizen. Orca Citizen part du même constat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on perd énormément de temps pour identifier les orques dans le monde entier. Voilà. Oui, les orques, c'est une espèce fétiche de l'association. Donc on est pas mal renseigné sur le sujet. Vous avez vu, une orque peut se distinguer de différentes manières. D'accord ? Ça peut être la taille du melon, ça peut être l'envergure de la nageoire pectorale, des traits dorsaux, de la selle, ici par exemple, et de la forme de sa nageoire. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a les possibilités de développer, de la même manière que pour les requins-baleines, d'adapter un codage qui va permettre d'identifier les différentes zones en temps réel sur les photos, sur les vidéos, et de pouvoir attribuer ces données-là, une donnée qui va être... Alors je vous passe les détails techniques parce que je ne suis pas un technicien, mais en tous les cas, il y a un cahier des charges qui fait 50 pages et qui vient imposer un codage justement de la forme de la nageoire dorsale, de la nageoire pectorale, des variations de couleurs dans le blanc, du trait, du patch de l'œil par exemple, et de la nageoire caudale dans le fond. Évidemment, je vous passe les données aussi qui sont développées par les autres technologies, à savoir le drone qui vient pouvoir identifier en temps réel la largeur et la longueur de l'espèce. Tout ceci, vous le combinez, va vous permettre de, à partir des différents cahiers qui ont été numérisés, ou en tout cas qui sont même cahiers en dur, des différentes populations d'orques dans le monde, vous allez pouvoir en faire une interface qui va être distribuée, répartie, et qui va pouvoir être actualisée en temps réel, que ce soit en Colombie-Britannique, que ce soit en Patagonie, ça peut être aussi à Gibraltar, en Nouvelle-Zélande, et qui va vous permettre de savoir si l'orque que vous avez en vous demain, avec une caméra en temps réel connectée à une application développée sur cette base de données-là, de vous dire à quelle communauté appartient les orques, l'orque que vous voyez. Aujourd'hui, le whale watching se développe de plus en plus pour aller voir les baleines, les dauphins, les orques. Aujourd'hui, on va pouvoir pratiquement proposer à quelqu'un le pédigré complet d'une orque qu'on va voir en temps réel, grâce à une application comme celle-là. Et on va pouvoir se demander, tiens, cette orque que je vais voir par exemple en Méditerranée, est-ce qu'elle vient de Gibraltar? Est-ce qu'elle vient d'Atlantique? Est-ce qu'elle vient de Norvège? Et ça, pour le suivi de population, c'est vital. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, la diversité de nageoires à partir d'un seul algorithme bien développé, ça nécessite pas énormément d'argent, mais bien développé peut permettre de suivre toute une population et d'y affecter donc un historique de suivi. Là, par exemple, on a pris les ressources visuelles qui sont disponibles gratuitement. Granny, qui est, on va dire, la matriarche suprême des orques dans le monde entier. Elle est estimée on va dire, à une durée de vie de 105 ans. Elle est morte depuis. Mais on aurait tout son historique. Et en définitive, sur une société matriarcale stricte et stable, c'est-à-dire qu'une mère reste toujours avec ses enfants, les enfants vivent toute la vie avec leur mère et les petits-enfants, etc., etc. On peut voir toute la lignée comme ça, toute la généalogie. Et ça, c'est précieux pour le suivi, parce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle de conservation d'une espèce, aujourd'hui les orques, vous vous apercevez que la structure, l'organisation mondiale qui fait les suivis de population et qui alerte les autorités pour dire telle espèce est en danger, eh ben, vous voyez que sur les orques, qu'est-ce qu'elle indique? Data déficiente, c'est-à-dire manque de suivi, manque de données. Et aujourd'hui, les solutions numériques, voilà, elles sont en train d'être proposées, d'être développées. Il y a juste à les soutenir. Ailleurs, pour les baleines, on va utiliser, pour les baleines et les cétacés, on est en train d'utiliser des données. Là, ici, c'est, alors le site internet, je vais vous le dire, c'est Listen to the Deep. C'est une plateforme qui a été développée sur le son.
à travers différents points. Il y a une structure en France qui a participé pour écouter justement l'impact de l'homme dans les océans et de connaître la volumétrie et on va dire la saturation du son dans les océans. Et aujourd'hui, avec une première étape comme celle-là, eh bien, il y a une structure en Colombie-Britannique qui va développer un système d'alerte pour prévenir tous les bateaux qui vont croiser au loin des baleines. Le principe, il est très très simple. À partir du son, à partir des chants de baleines, voilà. Alors aujourd'hui, c'est pas encore automatisé, mais sur le concept, imaginez, vous avez une détection de chants de baleines qui passe par un serveur et qui passe par tous les bateaux qui sont dans un circuit alentour, dont la trajectoire va intercepter la trajectoire de la baleine supposée. Et à ce moment-là, les autorités sur place ont tout pouvoir pour immobiliser les bateaux. Sachez qu'en Colombie-Britannique, le gouvernement prévoit d'investir 1 milliard de dollars juste pour la conservation des cétacés sur place. Imaginez ça, 1 milliard de dollars pour la conservation des cétacés. Et ça passe par le développement des applications. Pourquoi ? Parce que la Colombie-Britannique est fréquentée par de plus en plus de bateaux et qu'en définitive, on s'est aperçu que, notamment par une expérience d'un bâtiment militaire qui faisait des exercices de saturation sonore dans les eaux, on a vu tous les cétacés être complètement immobilisés et avoir des comportements de panique. Il y a Naval Group d'ailleurs qui indique, je vais trouver son nom, c'est Damien Demour qui a indiqué dans un papier qu'en moyenne tous les ans, c'est 3 décibels de plus qui sont saturés par an dans les océans. Voilà. Dans une mer comme la Manche, qui est juste à côté de chez nous, qui est une des routes les plus importantes du monde d'un point de vue trafic maritime, dans la mer la plus poissonneuse du monde, tenez-le pour compte, la problématique de décibels est éminemment importante, mais personne ne se la pose aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, on aurait des outils de mesure qui pourraient nous permettre de savoir, tiens, notre population de dauphins, par exemple, la plus grande population de dauphins d'Europe, où elle en est. Comment va-t-elle, par exemple, évoluer par rapport à l'augmentation du trafic? Comment va-t-elle évoluer avec les travaux qui vont avoir lieu pour le développement des champs de parcs éoliens? Les parcs éoliens, pardon. Ce sont des questions qu'encore une fois, on propose. Donc, système de balisage, voilà. Système de déroutage par le son. Et je vais bientôt, je vais avoir fini beaucoup plus tôt que prévu. In fine, tant mieux pour vous si vous avez des questions. C'est le plus bel exemple que j'ai trouvé, en tous les cas, qui m'a le plus fasciné. Ça part non seulement de la volonté d'utiliser du numérique, mais en plus d'utiliser du vivant. C'est ce qu'on appelle du biomimétisme. Ça, c'est un exemple inspiré de la Blue Economy, ou en tout cas, c'est un exemple parfait de la Blue Economy. Je ne sais pas si vous connaissez le concept de Blue Economy. Je répondrai à cette question un petit peu plus tout à l'heure. Je pense que ça va être explicité. C'est-à-dire que là, vous avez une huître qui peut être disposée depuis n'importe quel point dans le monde. C'est utilisé entre autres pour les stations pétrolières. Et cette huître-là va être reliée à un capteur que vous avez, ça se voit suffisamment bien. Ça a été développé par le CNRS et prouvé par le CNRS. Et cette huître-là va pouvoir vous donner, grâce à ce capteur-là, des indicateurs du niveau de qualité de l'eau dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que la moindre variation de chaleur, de pollution, le système fonctionne sur la base d'un mouvement, on va dire, bon, le mot m'échappe, mais c'est pas grave, de valves, voilà, ce sont des valves. Le rythme indique plus ou moins un cycle de fonctionnement naturel. Et le niveau de pollution va venir altérer le fonctionnement et l'organisme de l'huître, et d'ailleurs des bivalves en général. Ce qui va plus ou moins accélérer, ou qui va plus ou moins ralentir, ou qui va plus ou moins se tétanifier. Et par rapport à ces données-là, le CNRS a pu développer justement une stratégie de détection d'informations, notamment de niveau de pollution des eaux sur le littoral, mais aussi, enfin plus particulièrement quand même, sur les plateformes pétrolières. Voilà, l'absence de fermeture, par exemple, aux heures, on va dire aux heures moyennes, indiquerait une anomalie, justement, étant donné que ces bivalves filtrent à peu près 250 à 500 litres d'eau par jour. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est un indicateur réel, dans la mesure où elle filtre l'eau, elle filtre les polluants, elle est réactive aux polluants et elle indique une information en temps réel et à un coût dérisoire.
le coût d'implantation est dérisoire. Il y a juste la sonde à implanter et finalement à relier la sonde, enfin de faire des points relais de la sonde jusqu'à un serveur ou jusqu'à un ordinateur qui va une antenne qui va collecter l'information, qui va pouvoir justement être redirigée vers une application. Ça, c'est le plus bel exemple, c'est-à-dire d'utiliser le vivant, une intelligence disponible gratuitement. C'est ça la Blue Economy, c'est de s'inspirer du vivant, s'inspirer de la technologie du vivant pour pouvoir avoir un apport pour la société. Voilà. Et en l'occurrence, les bivalves feront très très bien ce travail à l'avenir si on les utilise. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu cette année, si vous l'avez subi avec le Covid, les interdictions de fréquentation de plages, qui sont de plus en plus nombreuses. Le fait de disposer un parc d'huîtres ou de bivalves ou d'autres sur, on va dire, des points clés de ces plages-là par rapport aux différents courants pourrait nous permettre, sans avoir de retard, d'anticiper justement des vagues, on va dire, de perturbations de qualité de l'eau. Voilà. Donc vous l'avez vu, il y a énormément d'illustrations, il y a énormément d'applications qui sont disponibles pour les océans. La science continue de faire des recherches, de développer des approches, de continuer ses recherches, mais le tout, c'est de pouvoir convertir et analyser le fruit de ces recherches-là. Il y a Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est-à-dire que si l'on ne produit rien sans ces technologies, sans le numérique, on aura d'autres vocations que finalement s'éteindre tout simplement, avec, on va dire, les tendances qui nous sont données sur le réchauffement climatique, sur la disparition des espèces, etc. Si tant est que ce soit validé, si tant est que ce soit définitif, la technologie a le pouvoir, peut-être, si l'on y met les moyens, si on y accorde surtout du temps pour développer de manière juste l'interprétation et on va dire la validation de l'information, comment on va la percevoir, comment on va pouvoir la mettre au service du bien commun, eh bien, les outils numériques sont au premier plan pour pouvoir nous mettre face à une réalité et face à des décisions futures pour améliorer et pérenniser, on va dire, l'humanité dans le rôle et on va dire dans son existence. Voilà, c'était la bioéthique. Ça, vous voyez par exemple la numérisation, c'est le dernier exemple que je peux vous montrer. La numérisation, les produits de la numérisation pour se visualiser, se représenter les cycles des différents courants dans le monde. C'est une somme de travail, une somme de données hallucinante qu'on arrive aujourd'hui à transposer de par la puissance de nos serveurs, la puissance de notre transmission de câblage. À nous de bien l'exploiter, de l'exploiter à bon escient pour pouvoir protéger les océans, mais aussi protéger l'humanité. Les océans ne sont que le prisme de l'humanité. Voilà, donc par rapport à ça, imaginez aussi que ceci ne veut rien dire d'autre que merci de votre attention. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Merci à vous. Oui. Alors, je vais avoir une réponse en plusieurs temps. Déjà, pour répondre stricto sensus à ce que vous venez de dire, non. On n'est aucunement consulté. On n'est aucunement sollicité. Par contre, on commence à avoir des relations avec des élus. Pourquoi ? Parce qu'on est une jeune association. Il y a énormément d'associations en France. Sur cette thématique-là, en Normandie, on est la seule à faire ce travail de sensibilisation généraliste, hein, j'entends. Les élus l'ont compris, et les premiers élus à l'avoir compris sont les élus de Cherbourg, quel que soit le courant politique. David Marguerite, à travers la région, et Benoît Rivet, à travers Cherbourg-en-Cotentin, nous ont donné, à un moment donné, des moyens pour poursuivre notre travail. Vous viendrez au stand, par exemple, vous verrez la première campagne de communication, de sensibilisation qu'on a voulu proposer.
parle justement des richesses de la Normandie, mais aussi sur le Cotentin. Et vous verrez que les deux soutiens sont Cherbourg-en-Cotentin et la Normandie. Après, est-ce qu'on a vocation, nous, à avoir, ou en tout cas à être de conseil? On ira donner l'information qu'on a. Attention, ça devient éminemment politique. Nous, on est disposés, on est à la disposition des écoles, on est à la disposition de ceux qui veulent de l'information. On est fait pour ça. On est une ambassade. On transmet de l'information. C'est le but réel. Si demain les élus viennent nous chercher, viennent nous demander une information, on la produira, ni plus ni moins. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'enjeu, les intérêts sont pas prioritaires. Et loin de l'être, encore. Voilà. Ça pourrait changer, mais pour l'instant, c'est pas prêt de changer. Ah, il y a une question? Ouais? Ah, alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose. Ah, ouais. Ah, alors là, vous êtes en train de me lancer sur un sujet qui est très très vaste, qui est très passionnant. La question de la chasse à la baleine, euh, on, on va l'éluder un petit peu pour l'instant. La propriété de la donnée, c'est ce qui fait aujourd'hui que, par exemple, la structure, l'application que je vous présentais sur l'identification, finalement, la technologie de reconnaissance faciale, on est en train simplement d'essayer de la transposer pour les animaux. Aujourd'hui, l'association Ambassade des Enfants ne trouve pas de financement parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ont éventuellement un intérêt pour financer notre association, c'est-à-dire de faire ça, on va dire, en mécénat, ne voient pas l'intérêt dans la mesure où elle ne sera pas propriétaire des données. Alors pour en faire quoi derrière? Pour la revendre à quelle structure? Parce que, in fine, les structures qui développent de la donnée et de l'information, leur fonds de commerce, c'est pas tellement de vous proposer, par exemple, de jouer à une application de jeu sur Facebook. C'est de récolter vos informations pour pouvoir ensuite les traiter, pour pouvoir les analyser, pour pouvoir les croiser, pour pouvoir les vendre, les marketer. Comment marketer? Vous faites un lien qui est super intéressant. C'est évidemment des sociétés qui continuent de faire de la chasse à la baleine. Et qui continuent de négocier avec les entités mondiales, l'agence, la FAO ou la Commission baleinière internationale, qui, elles, manquent de données par rapport aux structures privées qui ont ces données et qui ne partagent pas. Et une autre problématique que vous soulevez également et qu'on doit avoir en réalité, c'est-à-dire quelle solution on va pouvoir trouver justement entre les différentes universités, les différents centres de recherche dans le monde qui, ne mettant pas en réseau de manière libre et accessible, on ne dit pas au public, on ne dit pas aux entreprises, mais intra-scientifiques, ils ne font même pas ce travail-là parce qu'ils considèrent que le fruit, les données de leur travail, leur reviennent à eux. Donc c'est tout un mindset, un état d'esprit qu'il va falloir unlocker, c'est-à-dire déverrouiller, pour pouvoir faire en sorte que ces données-là soient finalement au service du bien commun de l'humanité. Voilà. Aujourd'hui, une baleine a plus d'importance, a un rôle beaucoup plus important pour la survie de l'humanité qu'on ne le pense. Et donc, la problématique de la propriété intellectuelle, même des applications, et de la propriété de la donnée, elle fait l'objet de débat. Et elle fera l'objet de débat de plus en plus. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. Là, c'est un autre débat aussi. La proportion est énorme. Elle est juste énorme. Pour avoir un petit peu feuilleté justement les ressources pour obtenir justement cet élément visuel-là, voilà, là, vous rentrez sur un marché qui est très rodé et pour lesquels, j'ai envie de dire, il y a presque une fatalité par rapport justement à ces pavillons de complaisance, à la problématique de législation, c'est-à-dire d'autorité sur le navire et de régulation
de réglementation. Vous voyez qu'aujourd'hui, les pavillons qu'on peut voir sur les margiries, sur les supertankers, sur ce que vous voulez, qui viennent piller les bateaux dans le monde entier, enfin, qui viennent piller les eaux du monde entier, notamment les zones françaises, il ne faut pas se leurrer. On n'a aucun... C'est un flou mondial qui est enraciné et pour lequel peut-être que, on va dire, les data, le numérique, c'est-à-dire le suivi des transpondeurs, va pouvoir apporter une solution à terme pour réguler, que ce soit les zones de pêche, que ce soit les types de bateaux, que ce soit les saisons de pêche. Mais aujourd'hui, il n'existe rien. Parce qu'encore une fois, les données ne sont pas détenues par les services publics, par les autorités. Ce sont des données qui sont détenues par les privés. Parce que, en définitive, une association comme la nôtre qui fait... Une association, c'est quoi? C'est un intermédiaire entre une structure privée et une structure publique, d'un point de vue juridique. D'accord? Bah nous, on est sans moyens. Les autorités publiques sont sans moyens. Il n'y a que les structures privées qui ont des moyens. Et ça pose... ça leur donne des coups d'avance, si vous préférez, par rapport à l'argumentation et par rapport aux discussions et aux remédiations juridiques. Là, le Margiris, vous l'avez peut-être vu passer en début d'année dans les eaux du côté de Cherbourg. Le Hana Ilina aussi, je crois. Ce sont des super bateaux, des chalutiers qui défoncent les océans 40 fois plus qu'un petit bateau de pêche que vous voyez dans votre port. Bon, bah, il a le pavillon qu'il veut, il peut même en changer très facilement en plus. Et ça lui permet de circuler dans n'importe quelle eau dans le monde. Donc là, vous mettez des points. Est-ce que le numérique, est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir des outils de surveillance de ces activités-là? Je ne pense pas que les autorités, je ne pense pas que les autorises le veuillent. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre halieutique avérée. Ce que vous avez vu, ce que j'ai indiqué tout à l'heure par rapport au braconnage vis-à-vis de la Russie, c'est la Chine qui fait du braconnage dans le monde entier, mais la Corée du Nord fait du braconnage en Russie. On peut estimer que les Hollandais, avec le Margiris, le Hana Ilina, les Hollandais et les Allemands font du braconnage. Parce qu'ils viennent ratisser dans des eaux qui ne sont pas les leurs, qui viennent ratisser dans des eaux qui ne sont pas réglementées. Et en plus, la pêche est non sélective. Donc, bon, c'est un écocide. C'est un écocide, de mon point de vue. Par rapport à ça, encore une fois, c'est open bar. C'est une jungle. Les océans sont encore une jungle. Le premier qui a les informations, comme au Far West, le premier qui a une information, il a un avantage sur tous les autres, c'est lui qui fera fortune. Et c'est lui qui aura les arguments pour pouvoir faire la réglementation derrière. Pour moi, la priorité, c'est pas le plastique. Bon, le plastique, c'est une pointe de l'iceberg. Ça, il faut essayer de l'acter. On a une problématique plastique. La problématique de continent de plastique ne sera pas corrigée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la mentalité qui domine encore en France et qui domine dans le monde entier, c'est de mettre la poussière sous le tapis. Regardez notre fonctionnement de traitement de déchets. D'accord? Les 20% de déchets, comment on les stocke en France? Soit on les enterre, soit on les met dans des sites d'enfouissement, soit on les met dans des entreposages sur lesquels 9% vont être recyclés au maximum. Le reste, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à l'extérieur. Donc, cet état d'esprit-là, si on ne le change pas, et il n'y a pas de raison qu'il change pour l'instant, clairement, va entraîner une augmentation des flux, des transits de déchets vers les océans. Parce que c'est les flux, l'augmentation de la consommation, l'augmentation de la population vont nous entraîner vers ces dérives-là. Pour répondre à votre question, pour moi, l'enjeu essentiel de demain, d'aujourd'hui, pour moi, c'est la pollution invisible des eaux. C'est-à-dire tous les produits que vous ne voyez pas, qui viennent tout simplement détruire des installations conchylicoles, des élevages de poissons, même les élevages de saumon dans la rade de Cherbourg sont susceptibles d'être menacés à terme. Pourquoi? Parce que c'est en spirale. Augmentation de polluants, plus facteur d'absorption de CO2, d'absorption de polluants même dans l'air, plus réchauffement climatique, on arrive à un effet cocktail et un petit effet laboratoire que personne ne peut anticiper.
juste pour anecdote, à chaque fois que je donne cette information, elle doit nous interpeller. Les dauphins qui sont dans la Manche, qui viennent de la baie de Saint-Brieuc et qui vont jusqu'à Dieppe quasiment, plus grande population de dauphins d'Europe, à peu près 400 individus. Sur les analyses qui ont été faites, on a des taux qui sont 80 fois supérieurs au seuil vital sur des produits d'agriculture, sur des produits industriels, par exemple des déchets industriels. Là, j'ai pas tous les chiffres. Je sais pas si j'ai les données là. Peut-être que je pourrais vous montrer les chiffres éventuellement. Mais c'est le GIEC qui a mis ça en évidence en 2015. Le fait d'avoir des espèces sentinelles, comme les dauphins sont des super prédateurs. Ça nous indique quoi? Ça nous indique qu'on a quelque chose qui est supérieur, qui est en l'occurrence au bout de la chaîne, mais qui régule toute cette chaîne-là. Si elle est contaminée, c'est pas la seule à être contaminée. Parce qu'en définitive, qu'est-ce qu'elle vient absorber? Elle vient absorber tout le bas. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, on va consommer de plus petits poissons. Sauf que les plus petits poissons aussi sont absorbés, sont touchés par cette chaîne alimentaire-là. Même les huîtres aujourd'hui sont absorbées. Le CNRS et l'Ifremer le savent. Il y a des campagnes d'alerte. Sachez qu'aujourd'hui, 80% des cultures d'huîtres partent à la poubelle à cause de ces taux de polluants. Et ça, d'un point de vue économique, vous le verrez sur le stand, on est une région qui est particulièrement touchée parce qu'on est une région éminemment halieutique. D'accord ? En termes d'emploi, on est la deuxième région de France sur les produits marins. On est la première région productrice d'huîtres, première région productrice de coquillages. Sur le poisson, les élevages de poissons qui vont se multiplier à l'avenir, la problématique va se poser. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais alors je ne vais pas citer la société parce que je ne l'ai pas en tête, mais il y a eu des tonnes et des tonnes de poissons dans l'est de la France, dans un lac, qui ont été tués. Pourquoi? Parce qu'une entreprise a oublié de fermer une vanne. D'accord? Sur un produit néfaste. Vous voyez dans les calanques en Méditerranée, les boues rouges sont en train d'avoir des effets dévastateurs. Alors c'est une source d'inquiétude et paradoxalement, ça doit être aussi une source de questionnement scientifique. On peut parler des orques, je vais vous parler des autres poissons. Vous voyez que dans le monde entier, le niveau moyen de chaleur augmente. Vous voyez que le niveau moyen de polluants plastiques, de déchets augmente, la Méditerranée par exemple, et pourtant, il y a une recrudescence de population de baleines. C'est pas parce que les Norvégiens les chassent plus, hein. Non, non. C'est bien parce que l'environnement est propice aussi à ça, parce qu'il y a aussi les ressources à ça. Si les baleines se reproduisent, se redéveloppent, c'est parce que la chaîne alimentaire permet ce redéploiement également. Il peut y avoir moins de prédateurs, mais principalement, c'est quand même la source d'alimentation. Et paradoxalement à ça, vous voyez des populations, les orques, qui aujourd'hui sont avérément les animaux, les mammifères au monde les plus pollués au monde. Il n'y a pas d'autres tests possibles, il n'y a pas d'autres comparaisons possibles. Même les baleines ne sont pas plus polluées. Ça, je vous l'expliquerai pourquoi si vous voulez savoir. Mais en l'occurrence, ça pose des problèmes en Colombie-Britannique. Pourquoi ils développent $1 milliard pour sauver, en l'occurrence, aussi cette espèce-là? C'est parce que cette espèce-là est endémique et parce qu'elle est en train d'être menacée. Rupture de la chaîne alimentaire avec la destruction des stocks de proies, les saumons. Des proies qui sont toxiques parce que les élevages de saumon sont en train de se développer et que les orques viennent se nourrir de ceux qui viennent s'échapper, un petit peu comme en rade de Cherbourg. Et ces produits-là, et on va dire ces êtres vivants-là, sont bourrés de produits chimiques. Et ça les empêche de se reproduire. Mais paradoxalement, on s'aperçoit qu'ils se reproduisent quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe physiologiquement pour être capable de survivre à autant de contamination? Ce n'est pas les doses que nous on ingère, hein. C'est vraiment des doses qui sont exponentielles. Donc, source d'angoisse, mais source d'espoir aussi si on creuse un petit peu plus loin que l'angoisse que l'on essaye de nous inculquer, nous imprégner. Est-ce qu'on peut aller au-delà de tout ça? Qu'est-ce que les orques peuvent nous dire justement sur leur capacité de gérer cette pollution dans leur corps? Comment est-ce que nous on peut s'attribuer ça? Là aujourd'hui, soi-disant, on consomme l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par semaine. Comment est-ce que notre corps également arrive à finalement encaisser, à gérer cette pollution?
Mais c'est la problématique de demain parce que les ressources halieutiques sont en train de disparaître. Et que plus il va y avoir d'impact de pollution dessus, plus elles vont disparaître et ou moins on pourra en consommer. Et comme c'est 70% de notre base de consommation, que ce soit pour les élevages de bétail ou en direct, on est éminemment concerné. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Il n'y a pas d'études sur le sujet. Voilà. D'acheter local surtout, d'inciter la consommation, la production locale. Ni plus ni moins. À la limite, le contenant, c'est secondaire encore une fois. Les déchets que vous allez avoir en mer, la bouteille de plastique qui va aller en mer, excusez-moi, pour moi, c'est d'un deuxième degré. La priorité, ça va être de consommer quelque chose, de produire sainement localement, pour éviter justement cette pollution de transit, cette pollution de transport qui est assez énorme. Et puis le deuxième enjeu, si on veut changer notre comportement directement, ça va être de consommer clairement moins de protéines animales. Aujourd'hui, on a une ressource que nous offrent les océans, l'algue, en long, en large et en travers, qui est une source protéinée qui est 10 fois plus efficace que le bœuf, aussi bien dans l'assimilation que dans la digestion, que dans la production d'énergie pour votre corps et de protéines, donc pour votre structure musculaire, qui est vachement plus efficace. Les algues rouges, pour avoir été à l'Amérique XXL l'année dernière, une conférence sur les algues, j'avais la mâchoire qui touchait terre. On a fait un article sur le sujet, ça n'atteint pas le niveau de la conférence de la personne, mais rien que sur l'article, vous allez vous apercevoir que les algues, si on s'y met, la France est un pays d'avenir. Et c'est une aubaine économique pour la France, et une aubaine sanitaire et une aubaine environnementale. Voilà, ça fait déjà 1 heure, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui doit suivre derrière. Je pourrais en parler pendant des heures, mais les solutions sont dans la nature. Les problématiques sont là, on arrive à les lire de plus en plus, à les interpréter, mais les solutions sont dans la nature. Donc, à nous de savoir quel est le rapport qu'on veut avoir avec l'océan, avec la nature en général, et puis avec sa vie. C'est une question de cohérence, et en réalité, c'est une question de croyance aussi beaucoup. Hein. Le tout, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à sortir de ses croyances. Voilà. Vous vouliez poser une question, monsieur ? Par le langage quoi ? Je ne prends pas personnellement. Absolument, mais c'est l'enjeu que je posais tout à l'heure, notamment par la câblisation, d'accord, la détention finalement des câbles sous-marins. Elle est détenue par des structures privées, et les enjeux deviennent nationaux, d'accord. Donc le point que vous soulevez, on va dire, la menace, je ne perçois pas l'association comme une menace, on est là pour assembler des données, j'ai bien compris votre point de vue. La menace vient justement de la personne qui va détenir, de la structure qui va détenir ces données-là. Parce que c'est elle qui aura l'information. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc c'est elle qui aura le savoir, c'est elle qui aura le lead, le pouvoir pour pouvoir faire des négociations, pour pouvoir proposer des projets. Le danger, il est là. Ça fait partie des dangers. Ça fait partie déjà des structures de sabotage. Je crois que c'est Edward Snowden qui en avait parlé lorsqu'il avait révélé ces informations-là, à savoir que la CIA avait déjà développé des câblages avec un puçage pour pouvoir faire du prélèvement d'informations sur des données qui ne leur appartenaient pas. La problématique sur les animaux, bon, il n'y a pas de RGPD pour les animaux. D'accord ? Ils ne vont pas cliquer comme sur Internet, oui, j'accepte que mes données soient transfusées. Non, il n'y a pas.
n'y a pas de propriété intellectuelle, il n'y a pas de propriété d'image. Donc ça, c'est un problème philosophique qu'on va avoir avec les animaux. Concernant l'ensemble et l'exploitation de ces données-là, nous, on fait justement, on n'est pas poseur d'alerte, on n'est pas lanceur d'alerte. Nous, on est là pour proposer un esprit critique, proposer des informations pour pouvoir en débattre et construire un esprit critique, pour pas être béat comme ça devant une information que les médias vont nous donner. Ce qui s'est passé avec, on va dire la pollution plastique, c'est ça. Hein. On vous a assommé d'images impressionnantes, sans réflexion, ni rien, sans recul, ni rien, quoi que ce soit. Les autres enjeux sont beaucoup plus profonds. Et là, sur le numérique, sur la propriété de ces données-là, mais vous mettez le doigt dessus. Vous mettez le doigt dessus. Parce qu'en définitive, celui qui va avoir l'information va laisser fuiter une information, va laisser donner, on va dire, va donner du grain à moudre à ceux qui veulent se nourrir de cette information-là, qui peut être plus ou moins déformée, qui peut être plus ou moins utilisée à des fins diplomatiques, entre autres, ce qui est en train de se passer. Les États-Unis ne se sont pas gênés. D'ailleurs, ça m'amène à vous donner cette information-là. Aujourd'hui, c'est l'information, on est dans l'ère de l'information. Il y avait l'ère industrielle, aujourd'hui c'est l'ère de l'information, on y est de plein pied. C'est pas pour rien que les États-Unis dépensent l'équivalent du budget du ministère des Armées en France, rien que pour ces structures d'information, ces agences d'information. Parce qu'aujourd'hui, l'information est vitale dans les négociations pour prendre le devant, pour pouvoir gérer les conflits, pour pouvoir avoir un ascendant sur l'autre, tout simplement. On est encore dans ce monde-là. Donc ça passe par les océans. Et si la NSA et la CIA ont développé déjà on va dire des backdoors, c'est-à-dire des points de sortie d'informations sur les câblages directs, c'est pas pour rien. Si Snowden l'indique, c'est pour avoir un avantage stratégique. Et comme ce sont des structures privées qui font la loi, eh ben les États sont tributaires de ces structures privées. Donc le point que vous dites, après, est-ce que ces structures-là peuvent pas... je pense que ces structures-là collaborent éminemment et étroitement avec les États ou les structures étatiques. Néanmoins, il y a toujours ingérence possible qui vient de l'extérieur quand c'est une structure privée. D'accord ? Parce qu'une structure peut avoir des intérêts, je pense à Orange par exemple, qui fait partie on va dire des investisseurs dans le câblage. Orange, il y a des intérêts internationaux dans Orange. Ce n'est pas une structure privée française, 100% française. C'est un conglomérat d'investisseurs. Et les Américains ont autant d'intérêts dans Orange que les Chinois, que les Anglais, que les Français. Et donc c'est là où finalement ça peut faire plateforme de négociation intermédiaire. Après le reste, la propriété. Voilà. Est-ce que l'information que l'on va trouver est notre propriété ? C'est le monde dans lequel on vit, monsieur. Il n'y a pas vraiment de débat sur la 5G pour l'instant, je trouve, non ? Non, mais oui, sur les technologies en général, on est un petit peu... Les débats, la problématique avec la science, avec les scientifiques, avec les techniciens, c'est que les débats se font souvent entre eux. Et que les débats ne sont pas souvent ouverts, on va dire, au commun des mortels, ne sont pas vulgarisés. Nous, c'est ce qu'on dit, hein. On le dit clairement, c'est pour ça qu'on a aussi ce rôle-là de faire des articles un petit peu vulgarisés, si vous me permettez l'expression, parce qu'aujourd'hui, quand vous interrogez un scientifique, et particulièrement les scientifiques français, en termes de biodiversité, ça je le dis clairement, ils ne font pas d'efforts de vulgarisation parce que ça ne les intéresse pas. Donc sur d'autres projets techniques, les parcs éoliens, on a participé au débat sur les parcs éoliens qui allaient se développer sur la Manche. Il faut avoir fait un gros travail de recherche sémantique, de recherche technique, pour pouvoir aborder ces débats-là, parce qu'autrement on est largué, on n'y comprend que dalle. C'est encore une fois un versant de l'information qu'il faut aller chercher, qu'il faut déverrouiller pour pouvoir s'interroger et s'intéresser sur les sujets. Ce que vous dites sur la 5G, ça s'applique sur les parcs éoliens également, hein. Non.
Non, 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 non. Il y a quand même un fort groupement, un fort consensus dans la mesure où c'est une technologie qui est indispensable aujourd'hui dans la société. Si on revient uniquement sur le câblage, le consensus, il est dans le fait d'aller toujours plus loin, un petit peu comme la 5G, d'augmenter les débits, parce qu'on envisage d'augmenter le flux d'informations. Et donc, on a besoin de technologies qui vont nous permettre de supporter ce flux d'informations. Voilà. Par exemple, juste pour alimenter le streaming. Aujourd'hui, l'argumentation pour tous les flux de données numériques, la 5G par exemple, parce qu'on va vous dire, ouais, bah vous allez pouvoir regarder Netflix sur 5 écrans différents chez vous. Et votre petit va pouvoir jouer à la PlayStation en même temps, à Call of Duty ou je sais pas quoi. Bon, mais il se trouve que la 5G en plus c'est pas le produit le plus efficace aujourd'hui. C'est ça qui est terrible en fait. C'est quand on sait quand on sait la technologie, la meilleure technologie, toute proportion gardée par rapport à ce qu'on peut savoir et aux limites de ce qu'on sait. Mais aujourd'hui, il y a une technologie comme le Li-Fi qui est en termes de débit, juste pour répondre à cette question-là, qui est bien plus importante que la 5G. Seulement aujourd'hui, les opérateurs et les acteurs du marché ont opté pour la 5G, c'est eux qui font les évolutions. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la place pour préparer l'autre intervention. Je vous remercie à tous.